Ici Laurent Paquin à cette Prémisse Punch. On parle de jeux et de timing comique avec Benoît Brière et Martin Drainville. J'ai bien dit vos noms. Hein? Oui. C'est bien ça. Oui, hein? C'est bien Benoît Brière. Oui. Martin Drainville. Oui. Ah, écoute, pour vrai, je veux pas être licheux en partant, mais je pense pas que j'aurais pu mieux choisir comme invité. C'est super fin, pour ça a parler été très agréable, on te remercie. De jeux comiques puis de timing comique. T'es bien fin. Puis là, t'as une face de gars qui attend le pot après les fleurs. Il y en aura pas. Non, mais je me dis, il y en a qui sont occupés, il y en a qui... Non, c'est correct. Ah non, pour vrai, vous étiez les deux premiers. Ah, ben écoute, donc. Mais fait plaisir. Je me suis dit, ça paraît qu'on ne travaille plus bien de ce temps-là. On a beaucoup de disponibilité pour faire des podcasts. En février, oui. À quelle heure? OK, oui, je suis correct. Ah oui. Mais le thème d'aujourd'hui, je voulais parler de jeux comiques puis de timing comique. Puis, écoute, évidemment, je pense que vous avez fait vos preuves avec vos années d'études. On sait que vous êtes des acteurs complets, vous avez tout joué ou à peu près, mais je pense pas me tromper en disant que vous êtes principalement associé au comique. Oui. Tu te trompes pas beaucoup. Oui. Tu te trompes pas beaucoup. C'est-tu lourd? Parfois, je sais pas toi, Martin, mais parfois à notre désarroi, parce que, tu sais, des fois, tu dis, me semble, par exemple, on a fait des écoles, tu sais, dans le sens, on s'entend, l'école ne va pas faire naître en toi un certain talent, elle va le travailler, le raffiner, on va t'apprendre à utiliser les outils nécessaires pour raffiner ton talent. Mais quand tu sors d'une école, tu te dis, OK, je suis prêt à faire tout. De la tragédie grecque au burlesque le plus loufoque, tu comprends? S'il vous plaît, faites-moi travailler tout. Mais on est souvent tributaire un petit peu du premier succès que tu connais. Si petit soit-il d'ailleurs. Moi, ça a été évidemment une grosse année de théâtre à ma sortie de l'école. Tant mieux, c'est rare que ça arrive. Mais à moins que je me trompe, c'était-tu une pièce que tu avais faite avec Marc Belland et André Lachapelle? Avec Stéphane Jacques. Nez à nez. Oui. Qui avait eu un gros succès critique aussi, ce qui n'est pas rien quand tu es tout jeune. Non, écoute, vraiment, on sortait... Écoute, t'as faire une longue histoire courte, les auditions du Katsu, là, où les finissants sortent des écoles puis se présentent au milieu, c'est carrément ça. On a fait quelque chose, Stéphane Jacques et moi, qu'on n'avait pas le droit de faire. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que ce soit un texte qui est déjà écrit. Or, il y a un livre qu'on a trouvé à la bibliothèque de l'École nationale qui s'appelle « Les entrées clownesques ». Ça a été rapatrié par un gars qui s'appelle Tristan Rémy, un Français obscur. Et là-dedans, tu as les grandes entrées des grands clowns à travers le monde. Mais qu'est-ce qu'une entrée clownesque? Oui, qu'est-ce qu'une entrée clownesque? C'est un sketch. Donc, c'est carrément de la didascalie. Ça décrit la situation. De temps en temps, tu as un clown qui fait « hop » ou « yeah » ou « oh là là ». Tu sais, c'est tout. Fait que là, on s'est dit, c'est de la mise en scène. Or, n'importe quel texte de n'importe quel auteur, tu vas bien faire la mise en scène que tu veux quand tu vas monter ton show ou ta scène pour les auditions. Fait qu'on s'est servi de ça. Et Stéphane et moi, c'était une scène conjointe. Alors, on avait droit de 10 minutes de scène plutôt que 5 parce que c'était une scène pour nous deux. C'était les deux qui se présentaient là-dedans. Et on fait cette entrée clownesque-là. Et après la première, le premier bloc de 3 heures, mettons, d'improvisation et de travail là-dessus, on se ramasse, on se time, on avait 18 minutes de matériel qu'on se disait, c'est pas pire, d'après moi, c'est pas pire. Ouais. Faut en couper à moitié. Ah, shit. Fait que, bref, on a fait ça, ça a été un gros hit aux auditions. Et Pierre Lebeau, qui était à ce moment-là directeur artistique du Théâtre du Katsu, a dit, en sortant de là, à une agente de casting que ça t'a donné que je connaissais, il a dit, moi, j'haïs les clowns pour faire des remèdes, mais si ces deux-là font un show avec ça, je le prends chez nous. Ni une ni deux, Stéphane Jacques et moi, on se ramasse dans un greasy spoon, on écrit sur un apron de papier, là, avec des ronds de café, à l'endos, au crayon à mine, un synopsis de 4 lignes. On est retourné voir Pierre Lebeau avec ça, puis on dit, on aura comme un show. C'est faut être culotté. Il a fait, super, vous prenez le local d'en face, puis vous allez monter votre show. On s'attend, ça va être dans 1 an et demi. Non, dans 8 mois, c'est la prochaine saison. Okay. Let's go. Et puis... Il restait juste à l'écrire. Puis André Lachapelle a toujours été la marraine des auditions du Katsu, si tu veux, tu sais. Et dans notre improvisation sur scène, car il y avait de l'improvisation, on a eu une altercation avec elle dans la salle, improvisée. Fait que quand on a monté le show, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un moment dans notre histoire. On a fait, si on demandait à André Lachapelle, on s'entend-tu, André Lachapelle? C'est pas une clown. Non. Mais c'est une moyenne actrice. Je devrais dire c'était. Ouais.
feu Madame Lachapelle. Mais, et elle, on l'a approchée, comprends-tu, avec des gants blancs jusque-là, en disant « Ça vous tenterait-tu d'embarquer dans un show de jeunes finissants, que vous allez faire une vieille clown avec une Mais couche elle aux vous avait fesses? vu quand même, Elle nous avait aux vu. auditions. Elle nous Donc, avait même enseigné elle à rentrait l'École pas dans nationale. l'inconnu Elle nous connaissait. total, là. Non, elle nous connaissait. Mais c'est ça, elle a accepté tout de suite. On dit là, t'attends-tu de jouer dans un show de clown? Oui! OK, là, André, il faut que tu comprennes, on va t'enlaidir comme ça se peut plus. Oui! Tu vas porter une couche. Oui! Souillé. Oui! Écoute, ça a été du pur délire, cette affaire-là. Enfin, on était bien chanceux, bien chanceux. Martin, tu viens, évidemment, tu as fait l'école de théâtre. Mais Oui, j'ai l'impression oui. qu'on t'a vu apparaître dans le portrait avec un peu plus par l'impro. Ben, À moins que je j'avais me trompe, commencé moi, un la peu, première fois que je t'ai vu, oui. tu avais un chandail de hockey dans des annonces de Coca-Cola classique. Ah, mon Dieu, oui. C'est la première fois que je te découvrais. T'as annoncé Coca-Cola. Oui. Puis ça, c'était un remplacement de dernière minute. Non, mais moi, ça a été... Oui. Ok. Ben moi, ce métier-là, pas que c'est un accident, mais... Tu sais, je viens pas d'un milieu très culturel. Quand tu es au milieu, tu parles de ta famille? Ma ou, famille, tu sais, le rapport à la culture, Ouais. tout ça, bon. Puis bon, moi, mon accident de parcours, comme bien du monde dans ces années-là, ça a été l'impro. L'impro est arrivé dans ma vie au niveau... Genre au cégep. Au cégep. Ouais. Puis là, tu fais partie de l'activité parce que tes chums décident d'en faire partie, puis on aurait décidé de jouer à Balmol, on aurait joué à Balmol. Mais là, on s'est mis à faire de l'impro. Moins d'avenir en Balmol. Oui, Un petit peu moins d'avenir. oui. Ça Mais, dépend. puis- Aux États-Unis, Ah ouais, OK. mais bref, cet accident de parcours-là a fait que je me suis découvert... parce que j'étais un gars assez réservé dans la vie. Puis là, tout à coup, une espèce de canal que je connaissais pas, par l'impro. Mais j'ai résisté quand même longtemps. Puis à un moment donné, j'ai appris l'existence des écoles de théâtre. J'avais même non, pas c'est que ça l'impro existait. qui t'a amené Oui, au théâtre. qui m'a amené à quitter le droit chemin des sciences pures, parce que moi, j'étais en sciences pures. OK. Oui. Mais, puis rendu à l'université, j'ai fait... Quel gaspillage. ça me Quel manquait. gâchis. Parce que quand au cégep, le parascolaire prend énormément de place. Ben, c'est ce qui fait. Plus que le scolaire. Moi, jusqu'à personnellement, certain- c'est ce qui a fait Oui. que j'ai jamais lâché l'école. C'est parce que j'aimais le Ben, c'est parascolaire. ça. Puis rendu à l'université, ben, le parascolaire, il prend le bout. Puis là, je me suis rendu compte que ça me manquait plus que je pensais. Ouais. Mais on joue au niveau amateur, toute une gang, dans un bar l'été à Repentigny. Il y avait du monde là-dedans, comme... il y avait Michel Courtemanche qui improvisait avec nous autres, Claude Legault, Yves Boisvert. Yves Boisvert qui était un excellent improvisateur. Oui, j'ai entendu qui avait était hésité, effectivement excellent. qui avait hésité à faire l'école. Bon, il a décidé de rater sa vie, puis il a fait son droit, puis bon, là, il est journaliste avec une opinion. Quel Écoute, gâchis. non, mais c'était un grand talent, Yves Boisvert. Puis, et plein d'autres mondes, mais on était toute une gang de petits culs à jouer. Ouais. Puis là, ben, je me suis trouvé dans une école, puis c'est comme ça que je suis arrivé à faire cette affaire-là. T'étais un puncheux. En sacrifice. J'ai rien que ça à dire. T'as été champion marqueur à la Oui. Mais je cherchais pas à puncher, sincèrement. Ben, je punchais pareil. C'est pour ça là. que tu punchais. Puis tu sais, j'avais un physique qui faisait pitié. Oui, on y Les reviendra gens parce que ça, je s'attachaient. trouve ça bien intéressant. on va parler, on Ouais, parle ouais. de jeux comiques, puis souvent, c'est quand on veut être comique qu'on ne l'est pas, je Exact. trouve, là, personnellement. Mais Ouais, on y reviendra parce que je veux continuer un peu avec Martin, parce que j'imagine que quand on arrive à l'école de théâtre, on veut tout jouer. Toi, tu es arrivé par l'impro, donc tu es habitué, on cherche à faire rire en impro. Moi, je me Là, rappelle- tu arrives à l'école de théâtre, puis on va dire, ben là, faut que tu joues du Tremblay, du Racine. Oui, tu puis vas moi, jouer, tu sais. puis moi, j'avais joué une pièce de théâtre qui était Les Voisins, avec la même gang d'impro que maintenant on s'est dit « Hey, on se fait une pièce de théâtre? » Bon, Ouais. fait que là, je me rappelle des tours de table où les gens qui avaient été acceptés dans ma classe « Oui, j'ai joué telle pièce de Molière, j'ai joué... » Et puis moi, rendu à mon tour, j'ai ouais. fait de l'impro. J'avais un petit complexe culturel d'infériorité, à me dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? » tu sais. Mais ça m'a donné comme un genre, il faut que je compense. Il va falloir que je compense ce que j'ai pas en expérience réelle de théâtre, tu sais. Parce que, tu sais, avec le recul, là, puis c'était une affaire, peut-être qu'on en reviendra, mais de parler de la relève, mais je pense que si mon parcours commençait aujourd'hui, je ne serais pas allé dans une école de théâtre, probablement. Je serais probablement allé à l'école de l'humour. Ah, ouais. Parce que je me serais senti plus légitime d'aller là. Pas Je parce comprends. que... Non, mais je comprends. Parce que moi, mes idoles, quand j'étais jeune, c'était les Paul et Paul, qui sont devenus ding et dong, Yvon Ouais. Deschamps, les cyniques. Puis tu sais, c'était l'époque des vinyles.
Ouais. Puis je me rends compte puis je les ai écoutés à le savoir tellement par cœur, mais fasciné par ce rapport-là au rire. Le rire, faire rire. Parce que moi, je ne suis pas un rieux dans la vie. Et je pense que la manière la plus proche que je me suis approché du rire, c'est en faisant rire d'autres. En le provoquant. Parce que j'envie ceux qui rient. Mais je ris, là. Je ris des fois, là. Bon, Des fois. Quand Benoît tombe, je ris. Oui. À peu près tout le temps, là. Ça, oui. Non, mais c'est vrai. Et ça me fascinait, ce rapport-là au rire, arriver à faire rire. Et je pense que, parce que je sais que ça fait partie du sujet du jour, le timing, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est quoi le timing? C'est dur à définir, le timing. Oui. Parce que c'est pas quelque chose que tu apprends. Non. Tu peux apprendre un paquet d'affaires, puis après ça, tu peux l'expliquer parce que tu l'as appris. Le timing, c'est quelque chose que tu as un peu déjà à la base. Exactement. Oui, mais je pense que le timing, c'est pas le bon mot. Parce que le timing, on dirait qu'on pense qu'il y a quelque chose de mathématique, ou musical, ou... Alors que c'est plus instinctif que ça. Oui, moi je pense que c'est plus une affaire de présence, de concentration. Parce que, tu sais, mettons, on aurait un numéro à jouer, on ne le ferait pas de la même manière. Non. Donc, forcément, le timing ne sera pas le même. Et puis, on pourrait être aussi efficace parce qu'on le ferait de notre façon. On serait mais il n'y a là. pas un timing Ben, c'est comique. ça. Effectivement, C'est on ça. dit le timing comique, mais c'est vrai qu'il y a plein. Chaque personne a sa musique. Moi, j'ai essayé, moi aussi, de me faire une définition du timing comique. Puis j'ai l'impression que j'avais, c'est que le timing comique, c'était quelque chose que tu as instinctivement et que c'est quand tu choisis instinctivement le bon rythme. Ouais. Et c'est aussi la bonne durée de silence dans tes répliques. Ouais. Entre deux répliques. Tu sais, des fois, un silence, une coche trop longue va tuer le timing. Mais si tu dis ta réplique trop vite, tu tues le timing aussi. L'effet comique est moins de là. secondes. Oui, absolument. Ben, c'est comme qu'est-ce une qui affaire. fait- C'est comme un corde à danser, là, Ouais. tu sais. Il y a un moment pour y aller. Puis c'est une affaire avec le public, quand c'est des affaires avec public, parce que des fois, Ouais. je me suis dit, bon, mais quand on fait un film ou on fait une émission de C'est télé, il n'y a beaucoup pas de plus public. compliqué. Ben, le je timing trouve. va être avec ton partenaire. Oui, ben, ou à la ton- télé, le timing comique Oui. peut être scrappé par un mauvais montage. Complètement. Aussi. Et je sais que ça a été vu et revu. Et au cinéma, c'est la même chose. Puis inversement, Ouais. c'est-à-dire que tu peux prendre quelqu'un qui n'a pas un bon timing comique, mais par Exactement. le montage, il a l'air d'Olivier Guimond. Et ça, tu ça veut comprends-tu? dire que le monteur, la monteuse, a un Oui. méchant bon timing comique. Mais il y a comme, on dirait qu'on le sent qu'à force d'en faire ou d'en voir, c'est là. On fatigue des fois. C'est En là. même temps, tu parles de la scène, Martin, puis c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, Martin a son timing, a sa façon de... Ben, Mais on ça a dépend chacun du soir. notre musique. Moi, Mais ça j'utilise dépend du l'expression soir. musique souvent. Tu as une musique, Martin a la sienne, Ouais, moi j'ai la mienne absolument. aussi. Puis... Mais ça dépend du soir. Tu sais, et ça dépend de l'écoute. Il y a beaucoup d'écoute dans le timing, à mon avis, là, sur l'interprétation, parce que c'est Ouais. un jeu de réponse. Tu parlais de concentration, on ne peut plus vrai, parce que c'est un jeu de réponse avec un spectateur. Un ou plus, si c'est possible, en fonction Idéalement. du succès de ton show. Mais, ce lien-là est important. Lui n'a pas le même timing que le spectateur d'hier. Le tien ne pourra pas être totalement pareil comme hier non plus. Il va être en fonction de ce qui va se passer ce soir au moment précis. Et ça va comprends. plus ou moins marcher selon... Ben, c'est une affaire de ça cette se passe relation-là, là. ouais. Moi, je me rappelle avoir vu un numéro, je pense que c'était dans le premier show de Jean-Marc Parent. Un numéro assez audacieux, je trouvais, parce que il rentrait sur scène, il faisait plein de numéros, mais là, ce numéro-là, il rentrait sur scène avec une perruque frisée qui y allait pas bien. Déjà, on trouve ça drôle. Hein? En tout cas, Oui, c'est ça. Fait que là, lui, il rentrait avec ça, mais tu sais, il jouait comme un genre de personnage qui... Et là, les gens se mettaient à rire un peu. Il disait pas un Christine mot. Puis là, le monde se mettait à rire. Puis là, lui, c'était juste un peu paranoïaque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais? Fait que là, il restait là. Puis là, ça créait un malaise qui provoquait le rire. Puis là, ça riait encore plus parce que lui, il jouait le... C'est quoi le problème? Tu sais? Ouais. Et c'est ça. Puis là, tu dis, d'un soir à l'autre, c'est impossible que ça soit la même musique. possible. C'est impossible. Ouais, je comprends. Le C'est pour premier ça que c'est une rire. question d'instinct. Et C'est ça, vraiment- il est juste dans l'écoute du moment et il n'y a pas un mot qui se dit. Il n'y a rien. Le lendemain, ça va être le même number, mais ça ne sera pas le même number. C'est pour ça que le timing, ça ne prend pas. C'est tellement instinctif, dans le sens que C'est une un question, soir, le même gag va provoquer un rire qui va durer 10 secondes parce que les gens ne sont pas capables d'arrêter de rire. Puis le lendemain, ça va juste créer un ha ha ha. Puis, Ouais. mais
Là, tu as un blanc de mémoire. C'est une qualité. Tu t'attendais à plus long? Tu t'attendais à plus long. Ouais. Mais c'est une qualité de présence. C'est un tonus aussi. Il y a un tonus particulier à la comédie. Il y a comme un niveau d'énergie. Puis ça ne veut pas dire qu'on se garoche puis on se pitche les murs. Mais il y a comme... On doit être bien rempli de quelque chose. J'appelle ça un tonus. Et c'est ça qui fait qu'il se passe de quoi sur scène, puis qu'on écoute, on est attentif. Parce que la personne est là, elle est toute là. Parce que ça arrive des fois, on fait des choses, ça rit tous les soirs, puis à un moment donné, un soir, ça rit moins. Et pourtant, si on écoutait, c'est probablement le même beat que la veille, parce qu'on finit par avoir une musique, là. Surtout quand tu joues quelque chose, tu fais un show, je sais pas, 100 fois, 200 fois, comme tu vois, tu peux en faire. À un moment donné, ta musique est la même, mais... Je sais pas. Puis là, on se dit, Chris, je l'ai perdu. Il rit plus à ça, mais c'est pas vrai que le monde rit plus à ça. On pourrait dire ça, c'était toujours le même public, soir après soir, puis tu fais, bon, ils sont tannés. Mais là, c'était un autre... Puis là, tu dis, pourquoi ça rit plus? Puis des fois, c'est pas une affaire de beat, c'est une affaire de... Je sais pas, c'est très subtil. Fait, en stand-up, je peux te dire que des fois, on n'arrive même pas à savoir pourquoi un gag, soudainement, ne marche plus. Puis à un moment donné, des fois, vers la fin de la tournée, il recommence à marcher, puis on comprend pas trop pourquoi. Moi, j'attribue ça à la vérité. Surtout dans le cas du jeu comique. Tant et aussi longtemps que tu es parfaitement investi en termes de vérité dans ce que tu es en train de faire. Autrement dit, tu ne veux pas faire le comique, comme tu disais. Là. Tu veux pas. C'est... Parce que ultimement, là, quand tu lèves le quatrième mur entre le spectateur puis le personnage que tu es en train de jouer, si c'est un personnage que tu joues, il serait en droit de dire « Mais de quoi vous riez ?» Un peu ce que fait Jean-Marc Parent. « De quoi vous riez? C'est pas drôle, je suis en train de vivre un drame épouvantable. » Parce qu'une comédie, c'est un point de vue d'un drame. C'est une façon... Ça part presque toujours d'un drame. Ça prend un drame. Donc... Quand c'est pas une tragédie, même, des fois. Exactement. Et ça peut être encore plus drôle. C'est effrayant, mais c'est ça. Donc... Et donc, quand tu as à livrer ça, si tu es dans la parfaite vérité du moment, puis la parfaite vérité de ce que tu as à interpréter, et doublé de l'instinct de la personne qui doit le faire, là, tu peux à peu près pas te tromper. Souvent, j'ai remarqué au théâtre, après 100, 150 représentations, qu'effectivement, on s'est habitué à une musique. On est devenu confortable. Pire ennemi du timing. Oui. Peut-être plus sur le pilote automatique, tu veux dire? Oui, on est confortable. On sait c'est quoi le delivery, on sait c'est quoi le timing. On arrive là, pop, ça devrait être là, paf, tu le fais, ça marche plus. Puis là, tu fais, non, ça marche plus. Non, c'est parce que tu as oublié la vérité du moment. Tu l'as fait machinalement, techniquement. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas investi, c'est pas là. Alors, ça vaut... C'est vraiment, donc... Mais il faut que ce soit doublé de l'instinct. On parle d'instinct depuis le début. C'est d'abord, sinon uniquement de l'instinct. Quand est-ce que vous avez su que vous l'aviez, l'instinct? Oh boy. Quand est-ce que tu dis, OK, je suis vraiment... C'est-tu les autres qui te mettent une étiquette? Toi, t'es comique. Toi, t'es comique. Tu sais, dans le sens que je sais, moi, que pour reconnaître quand même certains acteurs, des acteurs qui, à l'école de théâtre, étaient un peu en maudit de tout ça, parce qu'ils disaient, je veux jouer du Racine, mais on me dit, tu rentres sur scène, puis on a le goût de rire. Vous êtes-vous fait dire ça, vous autres? Ben, écoute. Oui. Ben non, mais ça se peut, tu sais, tu comprends? Tu rentres, puis toi, tu veux jouer Hippolyte, puis finalement, les gens font, non, regarde à la face, tu sais. Mais tu le sais pas. Moi, en tout cas, je le sais pas. T'avais pas conscience que t'avais ça? Non, c'est les autres qui te donnent ça. Moi, je me suis rendu compte que... Mais les autres te le donnent, ils te le font réaliser. Ils te le font réaliser, mais réaliser jusqu'à un certain point, parce que... tu sais, ça a aussi à voir avec ce qu'on est dans la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu une grande confiance en moi au niveau, je te dirais, mettons, sex appeal. Tu sais, à partir du moment où tu te découvres une sexualité puis que tu dis, et la timidité mélangée au manque d'assurance, ça fait que chez moi, malgré moi, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est arrivé de même. Il faut dire que familialement, on a du monde drôle dans la famille, mais particulièrement ma mère. Mais et là, je me suis rendu compte que l'humour était au service d'une façon de devenir un peu séduisant. Un peu. Juste un peu. Non, mais ça a son effet, vraiment, le rire. Là, c'est un cliché, mais c'est quand même... Ça part pas volontaire, ça part d'une vérité. Faire rire quelqu'un, c'est charmant. Fait que à partir de là, si tu dis c'est pas volontaire, c'est pas quelque chose que tu vas développer, c'est quelque chose qui est instinctif.
C'est là, ça existe de même. Puis là, toute mon enfance, on m'a dit, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Non, tu sais, moi, j'ai fait 1 an en comptabilité, une session à l'UDQ, du Québec, en économie. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillé. Non, mais je croyais pas à ça du tout. Je croyais pas à ça du tout. Bien, tu le développes un peu malgré toi. Moi, je me rappelle, adolescent, il y avait ça, l'envie de plaire aux filles. Moi, écoute, j'ai toujours été, pendant très longtemps le plus petit de l'école, à peu près. Au secondaire, je n'étais pas d'un plus petit, mais je n'étais pas... C'est pour ça qu'on est des amis. Oui, mais c'était un outil de survie pour ne pas se faire péter la gueule par les grands. Ah, aussi, c'est vrai. Parce que moi, j'ai un souvenir très précis en secondaire 1 d'un gars qui m'écœure, qui est au cégep parce qu'il y avait le collégial en même temps. Puis il y avait un de mes amis qui mesurait 6 pieds en secondaire 1 puis qui l'avait plaqué d'un case. Mais j'ai dit, il ne sera pas toujours là, lui. Ouais. Puis là, ben, tu développes la dérision, l'autodérision. Puis c'est un peu, tout ça est un peu pas conscient. Là. Tu le fais un peu malgré toi. Tu es en survie. Tu es en survie d'essayer d'avoir une blonde. Fait que ça devient un outil plus que juste je vais faire rire. À un moment donné, c'est comme un outil de survie. Moi je me rappelle un camp pastoral d'une fin de semaine. Moi, je faisais des imitations jeunes. En fait, j'imitais Jean-Guy Moreau qui imitait du monde. Mais... Excuse-moi, tu as juste dit, ça m'a interpellé. Un camp pastoral? Oui, il y avait ça, nous autres. Est-ce que ça se baisse? Non, mais il y avait... Non, mais c'était une fin de semaine. J'en ai fait des camps pastoraux. Non, mais il appelait ça un camp pastoral. Il n'y avait pas grand-chose de pastoral là-dedans. C'était un prétexte pour rencontrer du monde, puis souvent, ça finissait en French, mais bon. Mais même pas, je me suis jamais rendu là. Mais je me rappelle, j'ai un souvenir, puis là, j'avais une certaine popularité avec mes imitations de Jean-Guy Moreau, et il y avait 3 gars qui m'avaient pris, parce que c'était comme un petit dortoir, ils m'avaient mis dans leur chambre, puis ils avaient barré à la porte, ils disaient « Fais-nous rire ». Et là, ça a été plate, là, parce que... Mais ça avait été... C'était comme « Ah ouais, j'étais la bébête à faire rire ouais. ». Puis là, tu fais, OK, visiblement, ça marche. Non, mais dans le sens que, tu sais, ça faisait que, tant qu'à me demander de les faire rire, ils sont pas en train de me péter la gueule. Parce que normalement, j'avais pas eu ça, j'avais pas développé ça, je me serais probablement fait écœurer, j'avais tout pour ça. Quand il aurait fermé la porte, ton destin n'aurait pas été le même. C'est-à-dire, j'avais tout pour me faire écœurer. Ouais. J'étais petit, j'avais des bonnes notes à l'école. Tu sais, le nerd, j'avais des lunettes avec des foyers. Ça part, il y a beaucoup d'ingrédients là, pour se faire écœurer. T'étais pas roux? J'étais pas roux. J'étais pas roux. Moins ça. Mais roux... Mais j'avais tout. Fait que là, et ça m'a permis de passer à travers. Puis là, à un moment donné, à force de... Tu le développes, tu raffines ton outil, puis tu deviens un peu drôle. À un moment donné, tu raffines ton affaire, puis là, il arrive les autres accidents dans ta vie. Puis blondes, tu développes ça. C'est des blondes, tu veux dire? Ça, c'est venu les accidents? Un peu tard à mon... Ah, OK. Mais c'est arrivé. On est quoi? On est mardi? On est mercredi? Non, ça fait une bonne semaine. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, puis là, ça devient un... Mais moi, ça me fascine, le rire, moi. Ça me fascine, le rapport au rire. Qu'est-ce qui fait rire? Je connais pas beaucoup dans le règne animal. Il y en a, là, des espèces de rires. On identifie des sons qui s'approchent du rire, mettons, chez certains animaux, comme les singes. Là, ils sont capables d'avoir des cris qu'on comprend que c'est des exclamations de joie, mais tu sais, c'est-tu du rire? Oui. Puis tu sais, c'est séduisant quelqu'un qui est capable de faire de l'autodérision. Puis c'est de prendre les devants. Avant que tu ris de moi, m'en rire de moi. Fait que je vais choisir l'angle. Comme Cyrano, je vais me le servir bien mieux que quiconque. Ben oui, ce que Cyrano disait, en gros. Ben, tu sais, moi, au secondaire, moi, j'étais pas nécessairement quelqu'un qui était... j'étais pas nécessairement nerd, j'étais pas non plus petit, mais je considère que si j'ai réussi à passer à travers mon secondaire sans jamais me faire intimider, c'est parce que je faisais rire le monde. Tu vas pas intimider quelqu'un qui t'a fait rire dans la classe. Non, exactement. Quelqu'un qui est reconnu comme comique, forcément, il est cool. Me semble. Ça, c'est un réflexe, c'est un instinct, c'est un réflexe de survie, c'est un réflexe de... Mais c'est pas quelque chose que tu conscientises nécessairement. C'est pas quelque chose que tu dis « Ah, j'ai ça, je vais m'en servir ». Moi, je pense que c'est les autres qui te disent que tu as ça. À partir du moment où tu te dis ça, tu le feras pas, tu seras pas bon. La preuve, avec les 3 gars, ça n'a pas marché parce que là, c'est ça la volonté, c'est ça l'équipe. Parce que l'étape d'après, c'est de courir vite. Ouais. Fait que si les gens rient pas, dis bon...
m'a courir vite. Mais je savais que je courais pas si vite que ça. J'ai mis l'accent là-dessus. C'est un instinct, c'est un mécanisme de défense. C'est plein d'affaires, mais quand est-ce que ça devient une étiquette puis que là, c'est fatigant? Ben là, tu vois, moi, parce que, mettons, toi, tu voudrais jouer Racine, puis on dit, ben non, on prendra pas Benoît Brière pour Racine. Mais pourtant, c'est les mêmes mécanismes. Est-ce que ça serait que... Mais bon. Mais c'est les mêmes mécanismes de vérité. Puis c'est vrai qu'il faut être vrai. Parce que si tu fais une situation, puis les gens rient parce qu'ils savent que les conséquences du drame qu'ils sont en train de voir ne seront pas si dramatiques que ça. Il y a personne qui va mourir. Mais lui ou elle est bien stressé de par la situation qu'il est en train de vivre. C'est une question presque de vie ou de mort. Puis plus tu tends ça, plus tu vas avoir un rire. Mais c'est la même vérité que si tu joues un drame. Absolument. C'est juste que le drame, on le sait que peut-être il va avoir des conséquences plus tragiques et l'angle du spectateur est différent. Tu sais? Ça fait partie d'un talent que tu as, cet instinct-là. Parce que je crois fondamentalement, tu vas penser que je prêche pour ma paroisse, mais c'est un peu ça aussi. Mais je veux dire... Je crois fondamentalement qu'un acteur reconnu pour être un acteur comique peut jouer du drame et de la tragédie de même. J'ai toujours pensé ça aussi, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les acteurs qui sont étiquetés comiques ont souvent, des fois, me donnent l'impression qu'il leur manque quelque chose, qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils aimeraient ça être pris au sérieux. Comme si c'était... L'histoire de la vie de Funès. Tu sais, des acteurs qui veulent juste être comiques. Tu sais, Louis de Funès... Il a toujours dit, moi, je cherche pas, je jouerai pas du drame. Je vais pas jouer un méchant dans un film de mafia. Lui, ses méchants, c'était des méchants qui étaient ridicules. Puis il a jamais cherché à c'est-à-dire qu'au début de sa devenir carrière, comique. Alors qu'un acteur qui joue du drame, c'est ça. Oui. Je ne chercherai pas à se dire, moi, je suis pas un acteur complet parce que j'ai pas joué dans une pièce de Claude Meunier, mettons. Tu sais. C'est un rapport. Les comiques, on les aime. C'est un rapport très, très, très friendly. On a le doigt à la bine sur l'épaule, puis hey, Laurent, à Christy, tu me fais. Tu sais, tout de suite, la bulle disparaît. La bulle est pas mal plus petite. Quand tu as une réputation d'être dramatique, tragique, c'est plus de l'ordre de l'admiration ou du respect. Il y a comme une distance qui se crée parce qu'on n'ose pas trop pénétrer la dite bulle. Ça veut dire que les comiques veulent avoir le respect, alors que ceux qui l'ont ne cherchent pas à avoir le côté je sais friendly, pas. Peut-être qu'avec le temps, il se crée une impression de ne pas être pris au sérieux. Tu vas rarement voir une comédie gagner l'Oscar du meilleur film, à moins que ça soit sur un fond d'Holocauste. Oui, on parle de, mettons, Roberto Benigni, qui a fait le La dictateur. Oui, je comprends. Tu comprends? Si la raison de la comédie n'est pas une affaire terrible, là, il y a comme une permission. Parce que faire rire les gens, c'est aussi amener les gens dans des zones qu'ils n'aiment pas tout le temps. Tu sais, dans le sens... sans aller dans le pipi caca poil, mais il y a quelque chose, on s'en va dans les bas instincts, des fois, pour faire rire. Ouais. Et je pense que les gens, des fois, ils ne veulent pas aller là. Fait que je pense qu'il y a un jugement vis-à-vis ce qui peut faire rire. C'est pas sérieux. Alors que l'humour, là, c'est un moteur, c'est un outil incroyable pour faire réfléchir. Moi, je trouve qu'un gars comme Yvon Deschamps, au-delà de son efficacité comique, c'est un gars qui a appris aux Québécois à réfléchir en montrant que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, nous amener dans nos gris, nous faire « tu penses ça, mais dans 2 minutes, je vais te prouver que tu peux penser complètement le contraire. » Et là, il nous fourrait. Moi, j'étais, comme tout le monde, là, on est des fans finis d'Yvon Deschamps parce qu'il y avait tout ça. On est de cette génération-là. Et puis il mettait sur table ses propres contradictions à lui. On s'identifiait à lui, tu sais, là-dedans. Puis lui, avec le temps, il a gagné ses lettres de noblesse, tu sais. Mais on a l'impression que l'humour est noble quand il y a quelque chose de social derrière. Il faut qu'il y ait... OK, non, mais Yvon, il y a du contenu. Puis tous les humoristes, après Yvon, se sont fait comparer à Yvon parce que Yvon, lui, c'était un vrai... Tu sais, comme si faire rire, juste pour le plaisir de faire rire, c'était pas suffisant. Il faut que le rire soit associé à quelque chose de noble. Puis il y a aussi dans quelle époque tu t'inscris. Tu sais, Yvon Deschamps, avec les Gilles Vigneault, ils sortaient de la Révolution tranquille, ils sortaient dans un foisonnement, dans une quête d'identité. Ouais. C'est un peu comme les Beatles, là. Les Beatles sont nés dans la bonne décennie. Ils ont été... Puis ça n'enlève rien à leur talent puis à leur non, tout à fait. Mais ils sont dans une décennie comme il n'y a à peu près jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Il y en a du stock là, en 1960 puis 70. Ils sont dedans. Alors, déjà, le spotlight était sur la décennie. Eux autres sont dans la décennie. Fait qu'ils ressortent.
Ça n'enlève rien à personne. Tu sais, ils ont déblayé. Tu sais, Yvon Deschamps, il a déblayé. Il a créé quelque chose qui, jusqu'à un certain point, n'existait pas, là. Tu sais, quoi qu'il y avait Clémence. Qui n'existait pas, carrément. Il y avait Clémence. T'as Mais raison, Clémence, oui, t'as raison. Clémence, là, moi, je la découvre, je la redécouvre. Puis je fais, Colin, c'était une pionnière. Ouais. Mais comme disait Yvon Deschamps. Elle a influencé Yvon Deschamps. Totalement. Mais c'était une femme. Fait que, tu sais, elle avait un degré de difficulté plus pour faire accepter son affaire, tu sais. Mais, faire accepter ça. Mais tu as raison. Le terme faire accepter est choquant un peu, tu sais, dans le sens que. Mais il est tellement vrai, il est historique. Tu sais, mettons un gars comme Jim Carrey. Ouais. Moi, j'ai toujours considéré que la performance comique de Jim Carrey, mettons dans le film Liar, Liar. Je ne sais pas si ça vous dit menteur. Oui. Moi, je trouve que dans ce film-là, il y a une performance comique qui est équivalente à n'importe quelle performance dramatique de Matthew McConaughey ou de Meryl Streep. Tu comprends? On peut parler d'un génie comique, mais les gens ont commencé à reconnaître son talent d'acteur quand il a joué dans le Truman Show. Et que là, on a fait « Ah, OK, il est capable de nous émouvoir aussi. » Comme si c'était quelque chose que « Ah, OK, il est complet. » Comment tu dis, Benoît? Habitue-toi. C'est historique. C'est de tout temps. C'est de tout temps. Mais c'est-tu fâchant? Oui. Parce que vous êtes des acteurs avec une renommée. Vous n'êtes pas des inconnus. Vous avez atteint un niveau de popularité, de renommée. Mais j'imagine qu'il y a toujours un peu ça derrière. C'est « Ah, vous êtes des acteurs comiques. » C'est un art mineur qui n'est pas très bien compris. Qui n'est pas très bien compris parce qu'on ne le comprend pas. Même nous, on a de la difficulté à l'expliquer en ce moment. Tu comprends? Je comprends. Mais de tout temps, ça a toujours été. Tu n'es pas obligé de remonter très, très loin. Molière est enterré quasiment d'une fosse commune. Tu comprends? Tu regardes Guimond. Guimond, à partir du moment où cet instinct comique foudroyant qui veut absolument devenir un legitimate, comme il disait lui-même, il veut devenir un vrai acteur. Il avait envie d'être plus sérieux, c'est comme le drame de sa vie. Oui, et puis tout d'un coup, un jour, il rentre dans la grande boîte radio-canadienne, et là, il sera dirigé par un grand acteur du TNM français d'origine, Guy Hoffman, que j'admire au plus haut point, que je regrette donc de ne pas avoir eu l'occasion de travailler avec lui. Mais là, Guy, lui, se dit, fort de ses connaissances classiques et tout, arrive un gars qui n'a pas d'expérience à l'extérieur du burlesque, je vais le diriger. Erreur de Funès qui décide d'aller faire le film Oscar après l'avoir joué pendant 5 ans sur Paris. Molinaro veut lui donner des indications, il l'envoie chier. Je le comprends un peu, je ne suis pas nécessairement... il avait fait le choix de Funès à un moment donné de dire « Moi, j'accepte plus qu'un réalisateur me dirige dans mon jeu d'acteur. » C'est vrai, puis c'est pas vrai. On serait fou de se priver d'une bonne idée. Tu comprends? Non, faut l'essayer. Bon, mais il en demeure pas moins que, de tout temps, Guimond est rentré à Radio-Canada, puis il passait entre la tapisserie et le mur, tu sais, pour pas être certain de ne pas déranger trop. Il y a toujours ça. Actuellement, au moment où on se parle, dans les théâtres, qu'ils soient institutionnels ou essayistes, un ou une directrice du théâtre va décider, on va probablement devoir céduler une comédie cette année, ça va être plus payant que les autres, mais ça va me donner des boutons. Oui, exactement. Mais exactement, parce que c'est vraiment considéré dans comme... le symbole du théâtre, il y a le masque qui rit, puis il y a le masque qui... Tu sais, et les deux sont importants. Et il y a des choses que tu peux dire par l'humour qui vont être insupportables par la voix du drame. Tu sais, il y a des... je comprends. Tu sais, le fou du roi. Et je trouve qu'on se prive de quelque chose... les pires énormités dans une comédie peuvent être dites, puis dans un drame, ça va être dérangeant. Le fou du roi avait le droit de dire ce que personne n'avait le droit de dire au roi. Tu comprends? Jusqu'à ce qu'il pende ou il coupe la tête, mais ça, c'est une autre affaire. Quand il y avait RBO, tu sais, RBO, là, des fois, on jouait dans des affaires, puis on tremblait un peu. De dire, hey, mon Dieu, si c'est ridicule, on va se faire varloper. Tu vois les pubs de Coke que tu parlais. Il avait fait une belle parodie là-dedans, mais il avait raison. Et des fois, j'envoie des affaires à la télé, puis ça me manque un point de vue RBO qui viendrait montrer le ridicule de ça. Et je trouve que c'est sain. Ça n'arrivera plus. Et je trouve que à la TV, ça n'arrivera plus. Et je trouve que c'est sain, l'autodérision. Je trouve que c'est sain d'être capable de faire... là, on s'est pris un petit peu au sérieux. Surtout avec ce qu'on vit là. On vit des affaires et on polarise les points de vue, là, sans aller dans le débat. Et je trouve que ça manque d'humour un peu. Puis je pense que ça serait par l'humour qu'on pourrait réunir les pôles. Mais là, il n'y en a pas beaucoup dans le débat.
c'est pas très encouragé. Non. Humour, outil de réflexion, c'est un angle, mais il y a quand même une réflexion dans l'humour. C'est juste que je te le présente de même. Puis parce que je te fais rire, je suis un peu moins menaçant, ce qui fait que je peux te dire des mon choses. idée va peut-être... elle va peut-être se rendre jusqu'à toi. Parce que des fois, dans des débats polarisants, il n'y a même plus de dialogue. On n'écoute même plus les arguments de l'autre. On est tellement crinqués. Alors que l'humour permet de faire « Gars, je t'en gagne de ma affaire, je te fais un peu rire. Je te séduis par ça. By the way, voici mon point de vue. Je te demande pas de l'adopter. Je te demande juste de l'écouter. Puis d'y penser chez vous. Ouais. Puis c'est comme ça que les choses avancent tranquillement. Mais est-ce qu'une pièce pourrait être juste « on fait rire », c'est tout? Moi, je crois que oui, il y a de la place. Si on prend le théâtre d'été, par exemple, vous avez fait beaucoup de théâtre d'été. Oui. Puis, mettons, moi, écoute, premier souvenir de théâtre d'été, tu jouais là-dedans, c'était bowling. T'as-tu joué au théâtre? Non, j'ai pas joué. T'étais pas dans les théâtres des Grands Chênes? Dans le bowling? C'est pour ça que t'as aimé ça. C'est parce que t'étais pas là, mais... Non, moi, c'est ma grande force. Moi, je suis dans beaucoup de succès, mais j'étais pas là. J'ai fait beaucoup de succès. T'étais pas là. Malaise. Non. Mais j'ai été là après. Fait que je comprends totalement cet angle-là. Puis c'était aussi... il y a des moments, il y a des cycles dans l'humour. Tu sais, après le référendum perdu de 80, là, on ne voulait plus rien savoir, personne, ni en chanson, ni en humour. On ne voulait plus avoir de réflexion. Puis on est tombé dans cette espèce de « Hey, on se met des perruques, puis on fait rire ». Il y avait un peu de ça. Ouais. Puis il y a des cycles à ça. Là, j'ai l'impression qu'on serait dû pour un cycle d'humour un peu, où on va se parler un peu. Là, on s'en approche. Là. Ça prend quoi pour qu'un théâtre programme une comédie? Là, puis c'est pas... On veut pas faire le procès des théâtres institutionnels, mais mettons, du CEP vont jouer un meunier, mais ils vont jouer, appelez-moi Stéphane, au pire les voisins. Mais je pense... Puis au TNM, ils vont jouer du Feydeau puis du Molière. Moi, j'ai vu une comédie de Shakespeare ça fait au TNM, puis je me suis fait la réflexion que si c'était pas des acteurs qui sont hilarants, ça serait vraiment moi, je trouve crissement ordinaire comme soirée, alors que tu as des auteurs qui écrivent des comédies puis qui sont joués. Je veux pas faire le procès de personne. Là. Non, on n'est pas là pour ça, on jase. Mais je trouve ça un peu... pas scandaleux, mais qu'il n'y ait pas au moins une comédie de programmée dans une saison, entre autres au TNM, où il y a quand même une histoire, une historique. Ils vont te dire, on a joué là, les femmes savantes, on a joué... Quand? Je sais pas, mais tu sais, il y a du Molière des fois au TNM. Mais là, on est rendu aux 5 ans. Là. Oui, c'est ça, mais même là... Il y a plus d'olympiques qu'il y a de comédies. Puis je lis pas il faut que ça ait un minimum de 300-400 ans. Mais je pense qu'à la base, il faut que tu aimes ce genre-là. Si tu aimes ce genre-là, tu vas y voir des vertus, tu vas y voir... tu vas trouver la raison d'être de ça. Mais si tu n'aimes pas ça, tu n'as pas de... Moi, l'humour, c'est toujours... c'est notre métier, mais c'est une façon de vivre, c'est une manière d'aborder les autres, c'est une manière... C'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est un mode de voir le ridicule... Même des fois, c'était trop, là. Des fois, je me dis, bon, arrête, là. Mais on disait, je vois toujours le ridicule de quelque chose. Oui, l'humour, avant d'être une discipline artistique, c'est d'abord un état d'esprit. Mais je trouve ça de santé. Je trouve ça de santé de voir le ridicule de quelque chose parce que ça évite un jour de se prendre trop au sérieux. C'est-à-dire, on peut faire sérieusement les affaires, mais se prendre trop au sérieux, c'est dangereux. En ce moment, on se prend trop au sérieux? Je ne sais pas si c'est ça, mais il y a des pans de la société qui se prend au sérieux en motadie. Tu as cette impression-là aussi, Benoît? Ah, mais alors là, partout, même que c'est rendu malaisant. Pour moi, là, je trouve qu'à un moment donné, il faut se calmer. Faut se calmer. On voit du noir absolument dans tout. C'est pour ça que je pense que l'humour, c'est un peu dangereux, c'est un peu chatouilleux en ce moment. On se fait, oh boy, on va se faire ouvrir en deux pour une niaiserie, mais vraiment pour une niaiserie. Alors là, tu fais, bon, regarde, on va attendre un peu que la crise passe, puis on reviendra quand ça sera... Mais encore là, tu dis, un choix théâtral, ça dépend de la personne qui va choisir ce qui va se passer. Puis la comédie, pour en revenir à ce que tu disais, elle peut très bien... Une bonne histoire drôle reste une bonne histoire drôle. Qu'est-ce qu'on veut quand on va au théâtre? C'est de se faire raconter une histoire, point. Qu'elle soit drôle ou pas drôle. Ouais. Alors, est-ce que c'est impératif que la comédie qu'on va aller voir, c'est une comédie intelligente qu'on va appeler parce que dans la comédie, là, il y a un propos et il y a une réflexion. C'est super intéressant, c'est le fun, c'est ce que je préfère. Mm-hmm. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour une comédie où vraiment...
On s'est dilaté la rate. On en a-tu assez de besoin en ce Oui, moment? puis, Je pense que oui. Fait que donc, tout se peut, tout existe dans l'échelle des possibilités du plus, comme je disais tantôt, du plus burlesque au plus tragique grec. Tout existe et doit exister. Puis, à mon souvenir, les 2 masques de théâtre, le petit Jean qui pleure, petit Jean qui rit, n'est pas plus petit que petit Jean qui pleure. Tu sais, pour en revenir, souvent, ce qui d'égal... fait qu'on va programmer une comédie, c'est que là, on va lui donner un angle très dramatique. Ben oui. On veut dramatiser Molière à tout prix. On va monter un Molière, mais ça va être... Je vais faire un scandale! Non, mais c'est vrai, c'est comme moi, j'ai l'impression qu'on intellectualise beaucoup trop des fois Molière, puis je suis pas expert du tout, mais je me dis, Molière, c'est un gars qui a écrit des scènes de coups de bâton puis de coups de pied dans le cul, puis c'était des gens snobs qui avaient l'air ridicules. Mais en même temps, il dénonçait des affaires qui étaient courageuses de dénoncer à son époque. Le côté charlatan des docteurs, le côté, tu sais, les faux les dévots en religion. Et il y en a, là, aujourd'hui, de ce genre de personnages-là. Quand c'est vieux, ça vieillit. On peut n'a pas lu comme faux, parce que le propos, on est encore là-dedans. Tu sais, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, mais qui commence à arriver chez nous. Une espèce de droite un peu épeurante. Ouais. Et Trump, qui a 0 autodérision. Et ça, moi, je trouve ça épeurant. Oui, c'est une des choses que quelqu'un avait fait remarquer à un moment donné, que ce gars-là n'avait aucun humour. Non. Les seules fois où il faisait quelque chose qui ressemblait à de l'humour, c'était quand il ridiculisait quelqu'un. Et tu ne peux pas rire de lui, tu peux même pas le taquiner. Et là, et pour moi... On est en train de se dire que ça prend un minimum d'intelligence, finalement, pour avoir de l'humour. Bien, faire rire, en tout cas, souvent. Okay. Ben, non, mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai de la misère à comprendre pourquoi l'humour et la comédie, en fait, parce que là, on est plus dans la comédie, vu qu'on parle plus de théâtre, mais pourquoi c'est si snobé? Pourquoi c'est vu comme une catégorie en dessous du théâtre dramatique, alors que ça demande tellement d'intelligence de faire rire? Oui. Tout le monde. Tu parles à n'importe quel acteur, j'ai l'impression que tous les acteurs, même sérieux, vont te dire c'est beaucoup plus difficile de faire rire que d'émouvoir le rire. Puis tu fais, pourquoi vous êtes tous conscients que c'est plus difficile de faire rire, mais ça paraît jamais dans les prix, dans les remises, dans les hommages, dans la programmation des théâtres? Pourquoi personne valorise ça? C'est un sous-art. Malheureusement. Mais ça, à la limite, de pas... toujours. C'est-tu vrai d'abord que c'est plus dur de faire rire? Ah, man. Oui. Même pour un gars qui a ça naturellement comme toi. Ah, man, oui. Oui, absolument. C'est parce qu'en fait, tu parlais de rigueur, tu parlais de concentration, tout ça, tu sais... Ça demande énormément d'énergie, d'écoute, C'est que le rire, ça pardonne pas. Vouloir faire rire. Tu peux faire un drame, s'il n'est pas bon, il va être ennuyant. Oui, puis tu peux te mentir aussi, parce que la foule ne réagit pas, peut-être qu'elle s'emmerde, mais toi, dans ta tête, tu te dis mais un flop, il était ému. On a vu ça souvent. Un flop dramatique, à la limite, c'est plate, puis c'était plate, mais ça ne vient pas nous chercher. Quelque chose qui se veut drôle et qui ne l'est pas, ça nous agresse totalement. Moi, là, j'ai déjà vu des shows où il y avait des clowns, là, parce que les clowns, ça prête à ça. Mais ces clowns-là étaient tellement pas bons, je les aurais tués qu'un 12. Parce que... Non, mais... Tu parles pas d'un show dans lequel jouait André Lachapelle il y a de ça une trentaine d'années? Merci de préciser. Non, mais c'était un show de cirque. Puis il y avait des clowns que je pense qu'ils ont flashé après. Parce que ça vient nous chercher quelque chose qui se veut drôle et qui ne l'est pas. Alors, je pense qu'on a un rapport amour-haine avec ce qui nous fait rire. Puis on se dévoile quand on rit. Quand on rit de quelque chose, on se dévoile. On dévoile, malgré nous, nos pensées qu'on veut peut-être pas dévoiler. Tu sais, je pense à Fédo, que moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Quand on en a joué, je connaissais pas ça, Fédo. Puis quand je me suis collé à ça, je dis « Hey, c'est bien écrit, là. » Mais souvent, ça repose... Il joue beaucoup sur le langage, la rythmique. Mais c'est il y a des niveaux... Mais sa prémisse de base, par exemple, celui qu'on a fait... C'est la puce à l'oreille. C'est un gars qui bande pas. Ça l'inquiète. Est-ce que c'est à quelle heure d'écoute? Non, mais attends, laisse-moi finir. Il n'y a pas d'heure d'écoute, c'est du podcast. Non, il bande pas, il s'inquiète sa femme, et ça l'inquiète lui. Et lui, il vit ça. Et là, ça devient une histoire. Il y a plein d'autres histoires. Mais à la base, c'est ça son drame à lui. C'est pas une affaire...
Hey, t'as-tu vu la pièce du gars qui bande pas? Tu sais, c'est pas... Et ça amène le monde à aller dans une zone où on est dans quelque chose de pudique souvent quand on fait rire. On va jouer dans un coin où on est plus vulnérable, je trouve. Parce que rire, c'est déjà se mettre en état de vulnérabilité. Oui. Si je ris, là, je m'expose. Il n'y a pas d'artifice. On s'expose quand on ouvre. Il y a un geste d'humilité à rire. C'est ça que les gens rient plus dans le noir, d'ailleurs, c'est nono. Mais en tout cas, l'anonymat dans le rire... Puis tu sais, les rires gênés, des gens qui n'osent pas rire de quelque chose. Puis tu sais, les cyniques, là, ils ont été des maîtres de ça, ils ont ouvert des affaires, ne serait-ce qu'en mettant du sacrage dans leurs affaires. Ils provoquaient des rires à la fois un peu délinquants, mais gênés, mais j'ai-tu le droit? On est dans la zone de l'interdit avec l'humour, souvent. Pas tout le temps, mais c'est une belle talle, l'interdit. C'est une talle parce que ça crée une tension. Le rire a besoin d'une tension. Tu sais, on parlait du drame tantôt dans une comédie. Plus tu vas tendre, plus tu vas créer une tension, moi je compare ça. La tension, c'est la corde de l'arc, puis la joke, c'est la flèche, et plus c'est tendu, plus ta flèche va aller loin. Le comic relief. Mais il faut que tu aies créé la tension. Fait que quand tu t'en vas là, tu crées une zone inconfortable, et ce déséquilibre-là que tu provoques chez les gens, là, les amène à ouvrir une brèche, puis là, ils vont peut-être rire. C'est un exutoire, tu sais, et je trouve cette santé. Et il n'y a rien de plus euphorisant, autant sur scène que dans la salle, que d'être dans une salle qui rit en même temps. Ouais. Il y a comme un sentiment de « Ah ben, crime, je ne suis pas tout seul de ma gang. » Encore faut-il que cette salle-là soit pleine. C'est-à-dire que... non, mais c'est ça, c'est sûr. Oui, mais les bancs vides, non seulement ça ne rit pas, mais ça influence les gens. Voilà. Les gens qui sont là voient le vide, puis on dirait que ça les influence dans leur vie. Ils sont intimidés par l'absence de l'acte communautaire, d'être tout le monde au coude à coude en train de se dire... Ça les sort de l'anonymat. Je vais me révéler, je vais rire à gorge déployée, je vais me révéler. C'est pas grave, on est tous dans le même bassin, au coude à coude. Mais dès qu'il y a, tu sais, mettons, c'est pour ça que ça ne marche pas les demi-salles. Oh, nos gouvernements. Parce que la demi-salle fait que je vais rire à ce que j'entends et faire « Oh, je me suis entendu rire parce qu'il y a moins de monde. » Et là, je fais « Ah, shit, j'ai des témoins de mon... » Être le seul à rire de quelque chose. Là, je vais je voudrais peut-être que je me calme un peu. Et là, si tout le monde fait ça, l'acteur sur scène ou l'humoriste fait « Shit, c'est pas bon. À soir, ça marche pas. » Plus ça va, moins ça marche. C'est pas le nombre de spectateurs, c'est le nombre de spectateurs par rapport au nombre de sièges disponibles. Exactement, voilà. C'est le pourcentage d'occupation des sièges. Il faut que ce soit un acte vraiment commun. On est tous ensemble au coude à coude, puis on y va. Là, ça marche. Là, ça peut marcher. Et puis, mais c'est pas garanti, là. Ça dépend du timing. C'était ça ta question. Il n'y a rien de pire. C'est pire jouer devant 4 personnes, même si c'est dans ton salon, puis ton salon est bien plein que ces 4 personnes-là. Que devant 100 ou 200 ou 300, c'est parce que les gens, ils sortent de leur anonymat de rire. Tu sais, tu as comme une forme d'anonymat comme spectateur. L'anonymat est tellement important. Je peux rire. Ah, le gars à côté de moi rit, la fille à côté. Donc, moi aussi, je ris. Ah, toi aussi, tu trouves ça. Tu sais, il y a quelque chose de communautaire dans cette affaire-là qui est très plaisant. Puis sur scène aussi, écoute, c'est comme danser à côté d'un speaker. Il y a une vibration, c'est physique, là. Ça devient, c'est sonore, c'est des décibels. Non, mais c'est vrai. Ça, toi, la dernière fois? Ça fait bien longtemps. Puis j'étais tout seul dans le bar. Dans tes années de nightlife. C'est là que j'ai vu, c'est gênant. Autant rire que de danser tout seul. Mais au moins... Personne ne m'a vu. Moi, j'en parle, mais personne ne m'a vu. Là. Je me disais, une grosse différence entre le drame et la comédie, c'est qu'un mauvais texte dramatique, même avec des bons acteurs, ça reste une mauvaise pièce. Tandis que moi, j'ai vu des pièces où je me suis franchement amusé, mais je suis sûr que si j'avais juste lu le texte, j'aurais trouvé ça... Je parle de comédie, là, tu sais. Je parlais de bowling. Puis je veux pas dénigrer le théâtre d'été parce que c'est mes premières expériences de spectateur de théâtre. Puis moi, j'ai passé des soirées extraordinaires au Théâtre des Grands Chênes, entre autres. Je vous ai vu jouer ensemble dans Pâté de campagne. Là, dites-moi pas que vous n'avez pas joué là-dedans. Oui, tu as joué, tu faisais un policier, là, à un moment donné, qui était Stone Red. Toi, tu faisais l'employé. Policier Stone. Tu mélanges tes souvenirs. Je mélange les pièces d'abord parce que tu as joué. Visiblement, tu as joué au hockey dernièrement, tu n'avais pas ton casque, tu es tombé sur la glace. Arrête, je sais. Moi, je jouais. Tu as joué dans une pièce au Théâtre des Grands Chênes. Ton personnage, c'était un policier, puis à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, mais tu avais gobé de quoi qui faisait que tu étais Stone. Puis je t'avais trouvé tellement drôle dans ton jeu physique et je ne te connaissais pas.
Puis je m'étais dit... Mais c'est pas n'importe quelle campagne. Ça prend de la drogue. Mais une pièce, des fois, c'est des pièces qui ont été écrites plus rapidement. Puis si tu lisais le texte, tu dirais, c'est pas une grande pièce. Non, mais comment ça se fait que je suis sorti de là enchanté parce que les acteurs comiques peuvent sauver un mauvais texte comique par leur jeu comique, alors même un acteur hyper dramatique, s'il dit des lignes insignifiantes et mal écrites, c'est juste plus ridicule, j'ai l'impression. C'est parce que le texte, c'est pas bon, comique. Si tu fais pas rire, là, tout paraît. C'est épouvantable. Parce qu'il se posait... La résultante de l'exercice, c'est qu'il y a un rire à tout le moins. Il y a un son. Il y a un à la limite un sourire. Mais le sourire, tu ne l'entends pas. Mais s'il n'y a pas ça, ça veut dire que le but de l'exercice n'a pas réussi. Tu as manqué la cible. Si en plus, avec ta comédie, tu peux faire réfléchir, il y a un angle, il y a de l'humanité. Moi, il y a ça aussi. Moi, j'aime ça quand tout à coup... Il n'y a rien que j'aime plus que l'espèce d'humour tendre. Une espèce d'humour où je vais rire comme un malade à des affaires de nous. Ils vont des chances. Et en même temps, une espèce de... qui te donne espoir que l'être humain est plus bon que mauvais. En gros, là, je résume. Mais une espèce de... Parce que des fois, le genre humain peut être bien décourageant. Il peut être bien... c'est malade. Christy, c'est pas gagné. Puis nous, on est dans un petit cocon un peu... Moi qui vais m'étendre. Okay, non, mais on est dans un petit cocon, un petit cocon un peu protégé, je trouve, ici. Ouais. Mais dès que tu regardes un peu les nouvelles, combien de lieux sont pas sûrs pour les gens et leurs enfants? Et ça t'amène à dire, coudonc, peut-être qu'on n'aurait pas dû garder de brevet du genre humain, puis peut-être qu'on est voué à se détruire. Mais par moment, et l'humour peut faire ça, oui, mais il y a du bon en nous. Fait que quand l'humour touche cette petite corde-là, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Mais ça se peut que l'humour soit juste, on rit, puis comme un sac de chips. Ça nourrit pas. Le temps que tu le manges, tu as eu du fun. Mais c'est sûr, c'est pas nourrissant. Moi, mon point, c'était juste de dire qu'un acteur comique de génie va rendre une mauvaise pièce comique agréable pour le spectateur. Et un acteur génial dramatique ne pourra pas sauver un mauvais texte, j'ai l'impression. Ça dépend. Du talent, c'est du talent, puis ça peut sauver bien des affaires. Mais un mauvais acteur comique dans une mauvaise pièce comique, c'est épouvantable. Là, c'est tous les mauvais ingrédients mélangés ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'un acteur comique, là, c'est ma psychologie à Saint-Saëns d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un acteur comique, des fois, là, c'est pas qu'il est comique, il se fait dire qu'il est comique, puis à un moment donné, il se sent cantonné dans un rôle comique. Après ça, il est un petit peu malheureux de juste jouer du comique. Puis à un moment donné, il joue du drame, puis il est heureux de jouer du drame parce qu'il dit, enfin, on me prend au sérieux. Puis à un moment donné, il s'en sac de jouer du drame ou de la comédie parce qu'il a fait la paix avec tout ça. Je me trompe-tu? Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ce cheminement-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, moi, là, qu'on me donne un rôle comique, je me dirais pas, pourquoi il pense juste à moi pour de la comédie? T'sais? Moi, j'ai pas de misère avec rien. Mais je te dirais, si dans la chronologie que tu viens d'énumérer, il me reste beaucoup de choses à faire d'abord. Parce que moi, si a priori c'était un instinct de survie, ça demeure un instinct de survie. C'est un réflexe que j'ai. On parlait d'instinct, c'est un réflexe que j'ai de trouver, de chercher, puis de voir qu'est-ce qu'instinctivement va m'inspirer une situation, une réplique, un collègue, etc., puis qui va amener cette comédie-là plurielle. Fait que, mais de me faire proposer une comédie, je suis le plus heureux au monde parce que j'ai tellement de fun à faire ça. Ouais. Et est-ce que je m'y sens à l'aise, parfaitement à l'aise? Pas nécessairement, et certainement pas nécessairement plus à l'aise qu'un drame ou une tragédie qu'on va me proposer. Ça va dépendre du contexte, mais je te dirais, je ne suis pas rendu au niveau où peu importe ce qu'on va me proposer. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis plus encore dans le... je crois, je l'espère, que les gens vont avoir... Quand je dis les gens, les metteurs en scène, les directeurs artistiques de théâtre vont penser à moi pour tel ou tel drame ou tel. Puis c'est vrai pour le cinéma, pour la télévision, etc. Ouais. Là. Ils vont penser à moi. Ils vont penser à moi tout court. Et s'ils pensent à moi dans le contexte d'une comédie formidable, tu sais, moi j'ai toujours dit, je veux tout jouer Molière, c'est pas compliqué. Ouais. J'en ai joué pas mal, mais pas le 10e. Tu comprends? Il me reste de l'ouvrage.
T'as encore quelques années devant toi, de toute façon. Quelques années, il va falloir se dépêcher quand même. Hein? mais le message est passé. Oui, le message est passé. Ouais. Mais en même temps, une bonne comédie, un bon drame, une création, oui. Tout oui dans la mesure où ça me parle, où je sens que je vais pouvoir rendre service au projet, et que je vais pouvoir me servir ou pas de mon instinct, qu'il soit comique ou pas d'ailleurs, by the way, parce que le jeu est aussi une question d'instinct. Tu peux apprendre des rouages, tu peux apprendre à faire de l'ébénisterie, ça ne veut pas dire que tu vas faire des beaux meubles. Ouais. Fait que je pense qu'il y a des gens plus doués pour faire des beaux meubles qui sont passés par la même école d'ébénisterie. C'était mon analogie. C'était la métaphore la plus bizarre, mais en même temps claire. C'est clair, on comprend ça. Ouais. On comprend ton point. Écoutez, l'épisode, on peut dire, ça tire un peu à sa fin, mais non. Désolé, hein, mais on a reçu dans un autre épisode précédemment des professeurs de l'École nationale de l'humour, puis on posait la question, tu sais, ça s'enseigne-tu l'humour? Puis j'ai l'impression qu'on pourrait se poser la même question aujourd'hui, le timing comique ou le jeu comique. En conclusion, j'ai l'impression que tout notre podcast a dit, en gros, non. Je sais pas ça s'enseigne pas. C'est-tu clair de même? Tu l'as ou tu l'as pas? Mais moi, je pense que ça peut s'enseigner un peu, mais ce qu'on va enseigner, c'est pas la technique de. C'est pas l'exécution de. Moi, je pense que ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui, peut-être dans l'apparence, il n'est pas drôle, ou il ne sait même pas qu'il peut être drôle, une fille, un gars, mais de lui dire, OK, sont où à toi tes zones de vulnérabilité? Où toi, Puis c'est souvent avec nos fragilités qu'on finit par faire rire. C'est souvent avec nos inconforts, nos affaires. Quand on touche à quelque chose qui est vital pour nous, il y a des bonnes chances que ça trouve écho ailleurs. Tu sais, je reviens encore à Yvon Deschamps, parce que Yvon Deschamps, instinctivement, il l'a fait. Il est allé dans ces zones où lui, il n'était pas confortable. Où il fait « Hey, moi, c'est ça, là, je sais pas quoi penser de ça. Je sais pas quoi faire avec ça. » Puis il nous a fait des monologues, puis il nous disait « Vous autres. » Puis là, il nous a amenés nous-mêmes à « Ah ben oui, moi aussi, cette affaire-là. Ah mon Dieu. Ah Christy, je suis pas bien. » Et ça, tout le monde a ça. Tout le monde a des blessures. Tout le monde... Mais si tu vas dans ça, il y a une zone de potentiel comique là, incroyable. Fait que je sais pas, ça s'enseigne pas d'un point de vue 1, 2, 3, go, ouais. King, kakang. Si c'est ça s'enseigne. Tu peux pas juste dire à quelqu'un, fin ton silence, c'est un petit peu plus long, ça va être drôle. Non, là, ça marche pas comme ça, c'est de l'ordre de toucher à la vérité, de toucher à ton vrai à toi, à ton ridicule à toi. Il est où ton ridicule à toi? Il est où tu commences à être risible? Puis joue dedans. Amuse-toi avec ça. Puis contrôle-les, tu sais. Tu vois tout ça comme ça aussi, Benoît? Complètement... Non. Tout ça, je pense que c'est vrai, mais ça demeure de l'ordre du contenu de l'affaire, mais le contenant de l'affaire, la livraison de l'affaire va toujours appartenir, je pense, à un instinct. Puis l'instinct, l'instinct, c'est pas quelque chose qui s'apprend, peu importe l'instinct, tu comprends? Il y a un film formidable suédois, là, tu sais, là, ils vont faire du ski en famille. Je sais pas si tu as vu ça, j'oublie le nom. J'oublie le nom. Ils vont faire du ski en famille, ils sont sur la terrasse au pied des Alpes, puis il y a une explosion qui sert à créer des avalanches. Mais ça s'en vient, ça descend, puis ça s'en va sur la terrasse. Alors, le réflexe du mari, c'est du père de famille, c'est de se lever puis de se pousser. Le réflexe de la maman, ça a été de protéger ses enfants. Et finalement, tout le monde est sain et sauf, mais le gars s'est poussé. Et tout le film est sur... Pourquoi tu t'es poussé? Tu t'es poussé. Ah, ouais. Et ça, c'était son instinct. Est-ce que ça faisait de lui, à ce moment précis-là, une mauvaise personne? Un trottu? Beaucoup pourraient le dire. Mais tu comprends que lui, ça a été un réflexe. Ouais. Est-ce que je peux enseigner un réflexe? Est-ce que je peux enseigner un instinct? Je pense pas. En même temps, avez-vous été drôle depuis votre naissance? Malheureusement, je suis obligé de te dire, si tu voyais mes photos de bébé, tu dirais oui. Oui. Mais moi, je pense que je faisais rire, mais j'étais l'enfant, le petit gars qui dit des phrases qui font rire les grands. Tu sais, des mots d'enfant, là. J'étais beaucoup comme ça. C'est à la portée de bien des enfants. Ouais. Mais à un moment donné,
le train s'est mis en marche dans cette affaire-là parce qu'on avait intérêt pour des raisons de séduction, de survie, de whatever. Puis on a développé. On a développé l'outil. Il y a aussi la fascination qu'on a vis-à-vis le rire. Et c'est ça qui fait qu'on va y aller ou pas. Tu sais, moi, mes héros, ceux que j'aurais voulu être, sont pas mal tous en comédie. Ils sont pas mal. Ah, Christy, j'aurais aimé écrire comme lui. C'est qui les grands comiques? Je parle pas d'humoristes, là. Des acteurs. De Funès, Jim Carrey, Bourvil. Faut surmonter bien loin. Il y en a plusieurs. Non, mais il y en a tellement. Même actuellement, aujourd'hui, il y en a deux en studio, là, on s'entend. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a des classiques de gens qui ont tellement débloqué leur alphabet qui sont devenus uniques. Charlie Chaplin, un gars comme Jacques Tati, là, un peu. Mais moi, Jacques Tati, je le trouve fascinant. Il est complètement en dehors de moi, mais je trouve, mon Dieu. Buster Keaton. Qu'on a un peu tendance malheureusement oublié de la même époque. Qui est un génie de l'époque de Chaplin, mais Chaplin l'a un peu surpassé. Mais totalement dans la vérité. Peter Sellers, c'est un Christy d'acteur. Et quand tu regardes le film là, sur la bombe atomique, où il fait 3 personnages différents, là, c'est une performance d'acteur incroyable. Serge Thériault, là, qu'on voit... Malheureusement plus. Là, mais c'est un acteur. Moi, je me rappelle d'un épisode de La Petite Vie là, où je suis fasciné de l'acteur, où il joue le frère de Maman. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce c'est vague, là, mais oui, je me rappelle. Il fait Maman, et il fait le frère de Maman. Ça s'appelait Jean-Clain, je pense. Et il fait le frère de Maman qui se fait passer pour Maman. Et là, il y a un niveau de jeu, et il y a une maîtrise, et je suis fasciné de la précision. Parce que moi, ce que j'aime, entre autres, de tout ça, mais la comédie, ça prend de la précision. Ça prend ton... Tu sais, on parlait d'arc, là, faut que... Il y a une précision pour atteindre la cible. Et moi, je trouve ça beau, cette précision-là. La maîtrise de voir quelqu'un qui est en maîtrise de la patente, puis c'est lui qui chauffe. Moi, quand je vais voir un humoriste, là, puis il y a du métier, puis il me mène par le bout du nez. J'aime ça. Je suis en sécurité. Et puis lui aussi, puis il a tout son métier. Mais, tu sais, je ne veux pas revenir au fait que ça ne s'enseigne pas. Ça s'enseigne probablement pas. Mais tu es probablement plus en maîtrise aujourd'hui qu'à tes débuts, quand tu avais 20 ans. C'est clair. Tu sais, il y avait quelque chose que tu avais peut-être à 20 ans qui était une espèce de faim. On a plus faim quand on est jeune. On est plus... Tu sais, on cherche, puis on est un peu dans l'instinct, puis c'est le fun aussi. Mais il y a quand même aujourd'hui une espèce de connaissance, de recul, de maîtrise de la patente, parce qu'on n'a pas le choix aussi, parce qu'on a moins l'énergie du début. Tu comprends un peu plus pourquoi tu comprends un peu pourquoi ça se passe de même, tu sais. Ben, jeune, t'es drôle, des fois tu comprends pas pourquoi, tu le sais que tu le lis, puis ça va, puis plus vieux, t'es capable plus d'analyser. Oui. En terminant, d'abord, merci, c'était tellement intéressant. Je suis vraiment content. En terminant, souvent, on plug un peu les actualités des gens, mais comme on est en podcast, les gens, on ne sait pas quand est-ce qu'ils écoutent. Actuellement, on est tous en période de « on va reprendre la vie normale. » Vous, c'est quoi la vie normale? Bien là, au moment où on se parle, le variant qu'on vient de vivre, c'est Omicron. Alors, les gens qui nous écouteront en 2029... Là, c'est Omicron. On n'a pas le nouveau, le prochain, là. Mais, il va manquer de lettres dans l'alphabet grec. Mais au moment où on dit ça, là, on est un peu anachronique. Peut-être que ça va passer dans 2-3 semaines. Mais vous, ça reprend le théâtre, là, non? Là, on s'est fait dire qu'on retournait à pleine capacité. Ça nous permet de reprendre. Alors, on reprend un classique de l'humour joué par 3... Oui, Brou. Colin, on aurait pu parler de ça aujourd'hui aussi. Mais on reprend ça. C'est des gros souliers à chausser, quand même. Oui. On en est bien conscient. Là, ça fait au-dessus de 100 qu'on l'a fait qu'on se sent légitime de le reprendre. Puis on le fait aussi pour l'objet lui-même, parce qu'on se dit crime. C'est un objet de fierté, hein, Bro, pour le monde. Là. Il le mérite, cet objet-là. C'est quelque chose. Ça a révolutionné quelque chose. Avez-vous une limite de temps? Vous êtes-vous dit, hey, on va-tu se rendre à 1000, nous autres, avec, et plus? Ou vous pensez pas à ça encore? Il y a eux autres qui en ont fait 3322. Je pense pas qu'on va se rendre là. Non. Eux, quand ils ont commencé, ils étaient beaucoup plus jeunes que vous. Oui, c'est sûr. Ils ont commencé, il y avait 20 ans. Moi, je me trompe peut-être, là, mais... Ils étaient très jeunes. Écoute, nous, ce qu'on sait, c'est que tant qu'il y aura de la demande, nous, on sera là pour fournir l'offre. Parce que c'est vraiment très le fun à faire. Très, très le fun. Quand on l'a repris, on avait un peu peur de dire, crime, ça a-tu vieilli? Parce que, tu sais, l'enjeu de base, les femmes qui... peuvent aller à nouveau, ils peuvent pas aller à nouveau, mais pouvaient rentrer dans les tavernes.
c'est loin, là. On a un vague souvenir de cet enjeu-là qui était... Ouais. Mais ça dépasse ça. C'est aussi Mais une fois que l'explication est donnée au public, qu'on est à une autre époque, une fois que les gens ont compris la Convention... C'était le premier contact avec certaines écritures qui ont fait... je pense entre autres à l'écriture de Saya Meunier, mais Claude, ça a été ses premières affaires, qu'à l'époque, on décodait pas toutes. Puis après ça, il y a eu Les Voisins. Appelez-moi Stéphane. Il y a eu Ding et Dong. Il y a eu La Petite Vie. À cette heure, on décode ça. Mais au début, c'était audacieux, là. On a reparlé récemment de Bonne année, Roger. Mais on était une couple à avoir tripé ce bye-bye-là. Moi, j'étais jeune, mais je me rappelle d'avoir adoré ça. Moi, j'avais adoré ça. Comme j'ai adoré La Fricassée, l'émission qui a duré un an. Et qui y avait du Meunier. Moi, Meunier, là, ça fait partie, là... on peut dire de quelqu'un qui a eu un avant puis un après, pour moi, c'est comme un être important. On peut dire ça de Deschamps, on peut dire ça de Meunier, on peut dire ça de d'autres. Mais Meunier, là, dans l'écriture, là, je fais « Ah, God, j'aurais aimé ça, écrire ce qu'il a écrit. » Ah oui. Ouais, vraiment. Tu es contente de le jouer, mais c'est juste ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est quand même ça. C'est déjà ça. Côté médias sociaux, vous êtes déjà relativement tranquille. Boy. Oui, mais là, on cherche à... Une réponse qui dit tout. Qui parle? Boy. Mais oui. Mais on se dit qu'on veut le faire pour des raisons purement promotionnelles, parce que les outils de promotion sont plus rares. Oui. On veut le faire. Mais en même temps, en n'étant pas là-dessus, des fois, des fois, je me sens comme un grand-père là, qui vient d'annoncer que dorénavant, il n'ira plus à la banque, mais on va aller au guichet automatique. Je me sens un peu de même vis-à-vis de ça. Je vois pas, je regarde ça et je fais « Oui, mais ça sert à quoi? » Je peux aller au guichet. Il y a un petit côté des réseaux sociaux que pour moi, ça me fait ça. Ça remplace des fois la pub que tu mets à TV qui coûte une fortune, puis là, tu te fais tes propres petites pubs qui vont... diffusé peut-être à moins grande échelle, mais qui ne vont coûter pas une scène. Mais le dérapage de ça me fait peur. L'espèce de... Puis il y en a qui s'en servent bien, mais pas à bon escient, je trouve. Ça aide des gens à s'organiser. Ouais. Ben moi, l'impression que j'ai des fois, c'est que ça pénalise ceux qui ne le font pas. Alors qu'à la base, on ne serait pas supposé être obligé de faire notre propre pub. T'sais, on n'est pas supposé... C'est supposé être d'autres mondes qui font ce job-là. Mais là, c'est moi-même, comme humoriste, je sais que je fais ma propre pub en mettant des trucs sur les réseaux sociaux. Mais c'est dur de faire de la pub. Ouais. Juste les médias, les journaux papier, avant, on mettait une pub, on savait, on était sûr qu'elle était pour être vue. Maintenant... Non, il y a trop. Il y a trop de plateformes où les gens peuvent s'informer. C'est ça. Ça a été un plaisir. Ça a été un grand plaisir. De mon côté, j'invite les gens à écouter les autres épisodes de Setup Prémisse Punch. Vous pouvez avoir les épisodes en primeur au patreon.com/Laurent Paquin. Sinon, évidemment, c'est sur la plateforme de diffusion de Juste pour rire que vous pouvez voir les autres épisodes. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci à vous. On se reparle pour un autre Setup Prémisse Punch. C'était vraiment le fun. Ah ouais, écoute... Setup Prémisse Punch. Setup Prémisse Punch. Ha ha ha, Loft.